Allez, dites-moi tout. Allez, on se donne encore 2 minutes, je vous laisse réfléchir. Et ensuite, on enchaîne si c'est ça. D'accord? Mais j'insiste, hein, je doute que tout soit limpide pour la simple et bonne raison que ce sont des concepts qui ne sont pas faciles. Ça serait étonnant quand même que personne n'ait de questions. Du B de l'exercice 5, Thomas. Alors, le B de l'exercice 5. Voyons voir. Alors le B de l'exercice 5, c'est une forme de polynôme, hein, tout simplement. Donc si on revient sur ici, hop. Si on regarde l'exercice 5, c'est un exercice sur la liberté. Donc il commence comme les autres exercices, à savoir que on se donne ici des lambdas. Alors à noter que la difficulté ici, ou en tout cas la chose qui change un petit peu, c'est qu'on a ici tout simplement une famille infinie. D'accord? C'est ça qui est un petit peu particulier. Donc finalement, ce qu'il nous faut ici, alors on peut mettre soit au pluriel, mais si on regarde bien, on est obligé en fait de prendre une suite de coefficients, alors qui sont indicés en n. Donc par exemple, soit lambda n, une suite du coup. Alors, vous pouvez l'écrire, à supposer qu'on est dans R, hein, d'accord? Donc soit lambda appartenant. Ah pardon, c'est pas comme ça, hein, c'est l'habitude. Vous voyez, des fois, vous avez une mémoire auditive. Donc là, en écrivant Rn, vous tomber sur R puissance n. Or, ici, c'est R puissance grand N. Donc ça, je rappelle, cette notation ici, c'est une notation sur les suites. Enfin, plus précisément, tout ça là, ça veut dire que c'est une suite. Donc on prend une suite. Suite pourquoi? Parce que il y a une infinité de coefficients. Et on prend ceci tel que la somme ici des... Alors, il faudrait les appeler f, donc je vais appeler les fn. On va avoir la somme ici des lambda n fn qui doit être égale à 0. Alors, pour n allant de 0 à plus l'infini. Alors le 0, attention, ici, c'est bien le 0 de l'ensemble des applications. Donc c'est le 0 de l'ensemble des fonctions continues de R dans R. Autrement dit, ici, ceci est l'application nulle. D'accord? Donc je prends la question de Thomas et justement prenez le temps pour les autres d'écrire éventuellement les questions que vous avez. Cette séance, on fait entre guillemets une petite pause, enfin on va faire d'autres exercices, mais le but c'est de faire un petit point d'avancement et justement d'essayer d'éclaircir un certain nombre de choses que vous pouvez ne pas avoir comprises. Donc Angela, Adrien, je reviendrai sur votre question après. Si d'autres ont des questions, posez-les dans le chat. Et une fois qu'on a terminé sur la première, on y répond. Alors, donc, juste pour revenir donc à cet exercice 5, dans le petit 2, la subtilité, elle est là. L'exercice n'est pas difficile en soi, mais la subtilité vient du fait que vous avez une suite de coefficients, et donc vous avez une somme infinie nulle. Alors bien évidemment, tout le monde a compris ici que fi, c'est l'application qui a x associe x puissance i exponentielle à x. D'accord? Alors, pour tout x appartenant à R, on se rappelle que ceci, c'est une égalité applicative. Et une égalité applicative, ça revient à une égalité d'image
sur l'infinité des éléments de l'ensemble de départ. Donc ça veut dire que somme pour n allant de 0 à plus l'infini, et lambda n x puissance n exponentielle à x est égal pour le coup à 0. Et là c'est un 0 de R. D'accord? Alors pourquoi est-ce que finalement cet exercice, une fois que vous avez fait ceci, il est extrêmement simple? Parce que regardez, vous avez somme de n appartenant à 0 à plus l'infini des lambda n x n exponentielle de ax, mais ça implique, c'est même équivalent, que vous avez exponentielle ax fois cette somme des lambda n xn qui doit être égale à 0. Et je rajouterai ici, encore une fois, que ceci, ça doit être vrai pour tout x. D'accord? Alors pourquoi est-ce que sous cette forme-là, d'un seul coup, ça ne pose aucun problème? Là, ici, on a encore une fois, alors je vais le mettre dans une autre couleur. Là, vous avez un produit de deux quantités, mais cette produit de deux quantités, elle est valable dans R. Donc c'est un produit nul dans R. R qui est intègre. D'accord? Je vous renvoie à votre cours, en l'occurrence à ce que c'est un anneau intègre. Moralité, soit exponentielle de ax est égal à 0, soit ceci est égal à 0. Or, pour tout x appartenant à R, vous avez exponentielle de ax qui est différent de 0. D'accord? Moralité, pour tout x appartenant à R, vous avez cette somme pour n allant à 0 à plus l'infini et lambda n x puissance n qui est égale à 0. Moralité, ça revient à montrer l'indépendance simplement de tous les polynômes, de la famille complète des polynômes. Alors comment montrer cette indépendance? C'est très simple. Ici, vous avez une somme, ça je rappelle, hein, c'est donc un lambda 0 plus lambda 1x plus lambda 2x2 plus la différence, c'est que ça ne s'arrête pas. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un coefficient, c'est très simple de montrer qu'il est nul, hein. Je vous rappelle, on veut montrer la liberté, donc on veut montrer ici que tous les coefficients sont nuls. Comment montrer comment un des coefficients est nul, de manière triviale? Donc ça, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'appeler G de x, enfin, je vais l'appeler P de x. Ceci là, je vais l'appeler... Non, on va pas l'appeler P de x. Parce que c'est pas tout à fait un polynôme, c'est un équivalent d'un polynôme de degré infini, donc on va l'appeler G de x, tout simplement. Alors, par identification, alors attention, l'identification, encore une fois, c'est ni plus ni moins que l'utilisation de la liberté. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de montrer ici? On est en train d'essayer de montrer justement la liberté. Vous voyez le problème? Si vous utilisez finalement le résultat de votre démonstration, ce qui revient à ça, pour démontrer ce que vous avez à démontrer, ça pose problème. Donc là, ici, n'oubliez pas, on l'a déjà vu hein, par le passé, mais vous avez une implication et ceci est vrai pour tout x. Vous n'avez pas besoin de garder cette propriété vraie pour tout x, vous le savez qu'elle est vraie, parce qu'elle découle du fait que vous ayez réussi à trouver une suite de lambda n qui fonctionne. Donc tout simplement, ce qu'on fait,
c'est qu'on utilise des valeurs particulières. D'accord? Typiquement, si vous prenez en x est égal à 0, tout à fait Léo, je me doutais que tu étais sur la piste. Donc en x est égal à 0, vous obtenez que lambda 0 est égal à 0. D'accord? Ça c'est la première chose. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on se rend compte que lambda 0 est nul, et ensuite, dans notre polynôme de degré infini, entre guillemets, dans notre fonction polynomiale, qui ne s'arrête pas, on a x qui va être en facteur de tout. Pourquoi pas? On peut refaire un produit nul. Sinon, tout simplement, si on regarde g' de x, alors, sous réserve de bien comprendre ce que vous faites, donc ça je vous renverrai plutôt à l'analyse, vous avez g' de x qui va être égal à lambda 1 plus 2 lambda 2 x, ici, plus 3 lambda 3 x carré, etc. Et en fait, la somme des lambda n plus 1 que multiplie ici, si vous regardez bien, n plus 1 x puissance n, pour n allant de 0 à plus l'infini. Ce qui fait que, de nouveau, en x égale 0 sur ce g', si vous regardez bien, ça me donne lambda 1 égale 0, etc. Alors le etc, attention, hein, c'est pas une rédaction complète, hein. Le etc proviendrait ici tout simplement de, fait par exemple une récurrence. D'accord? Ou une autre possibilité, encore une fois que vous avez dit que lambda 1 est égal à 0, vous avez g de x qui est égal à x que multiplie lambda 1 plus lambda 2 x plus lambda 3 x2 plus tout ça. Et de nouveau, c'est vrai pour tout x. Donc ce qui fait que pour tout x différent de 0, on a lambda 1 plus lambda 2 x plus lambda 3 x2 plus tout ça qui est égal à 0. Et de nouveau, je vous renvoie ici sur le fait d'avoir une simple récurrence qui vous permet de conclure. D'accord? Et avec votre récurrence, vous avez tout simplement le fait que vous obtenez ici la suite nulle. C'est-à-dire vous obtenez que pour tout n appartenant à n, lambda n est égal à 0, ce qui nous amène à famille libre. C'est bon pour tout le monde? C'est bon Thomas? Voilà. Donc surtout, c'est ce genre de choses, n'hésitez pas. On se donne des petits temps quand c'est un CM, on se donne pas forcément toujours énormément de temps pendant un autre TD. Mais quand je vous donne la parole, et quand je vous tends finalement, entre guillemets, des perches, n'hésitez pas à les saisir. Alors, on va reprendre les autres questions. Donc, Adrien, alors, question purement technique, Campus ne marche pas pour certaines personnes, Dixit Thomas. Alors, encore une fois, ces personnes, si elles rencontrent des difficultés, je les invite à revenir vers l'équipe pédagogique et à préciser en quoi, entre guillemets, Campus ne marche pas. S'il s'agit de difficultés de connexion, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des embouteillages. Et à ce moment-là, encore une fois, moi je vous invite à rester connecté, à vous connecter un petit peu avant le rush, c'est-à-dire à vous connecter un peu avant 8 heures, quitte à, encore une fois, vous laisser votre ordinateur allumé et vous revenez après. D'accord? Si c'est des difficultés techniques autres, encore une fois, il est important que vous soyez capable en tout cas de dire ce qui ne fonctionne pas. Parce que la plateforme, il n'y a pas de raison qu'elle marche bien pour certains et pas pour d'autres, en dehors de ces phénomènes, encore une fois, de congestion. D'accord. Donc, vous voyez, typiquement, il va y avoir un phénomène
il y a des phénomènes d'embouteillage. Numériquement, il y a des embouteillages, hein, faut pas croire, hein. On est habitué à internet qui est, soi-disant rapide comme l'éclair, mais dites-vous que pour une simple demande de connexion, bah, vous avez des paquets, on appelle ça comme ça, qui circulent dans le monde entier. Voilà. Donc simplement, notamment je parle par exemple pour le DS, pour toutes ces sessions-là, mais même pour les autres sessions, hein, le bon réflexe effectivement, c'est de se connecter un petit peu avant. Quitte à encore une fois finir son petit déjeuner s'il est 8h moins 5 et revenir ensuite, dans la salle, mais au moins, bah, vous étalez les connexions et vous êtes tranquille. Voilà. C'est un peu comme quand on vous demande de vous tout simplement de vous présenter plus tôt à un examen. On vous dit toujours sur une convocation qu'il faut être là, par exemple, un quart d'heure ou une demi-heure avant. Comme ça, si vous avez des problèmes sur la route, s'il y a des problèmes pour entrer dans la salle, etc. Enfin voilà. Donc, ceci étant, Adrien, pour montrer qu'un espace vectoriel est une génératrice, alors attention, c'est pour ça que c'est important que ce soit vous qui posiez les questions aussi, et pas seulement moi qui réponds à des questions supposées, parce qu'un espace vectoriel n'est pas génératrice. D'accord? Ça n'a pas de sens. Donc, euh, du coup, je ne comprends pas la question. Adrien, pourrais-tu la reformuler? Parce que je ne comprends pas la question qui consiste à dire qu'un espace vectoriel est d'une part une génératrice, et en plus de supposer que c'est vrai. Alors, je vais essayer du coup d'interpréter la question. Donc, si on veut montrer qu'une famille génératrice, typiquement, on ne peut pas l'affirmer dès le début. Mais je pense que ce que tu sous-entends, c'est le raisonnement par analyse, peut-être. C'est-à-dire que on veut montrer qu'une famille génératrice, donc on va supposer qu'elle l'est, on va voir à quelles conditions elle peut l'être, tel qu'on l'a fait dans les exercices. Et si c'est ça, encore une fois, on suppose que c'est vrai pour voir ce que ça implique de supposer que c'est vrai. C'est ça le raisonnement par analyse. D'accord? Donc effectivement, le raisonnement par analyse, c'est on suppose que la forme que l'on recherche, ou en tout cas la propriété que l'on recherche va être vraie, et ensuite on voit quelles sont les conditions nécessaires. Mais attention, supposer que c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on sait que c'est vrai. C'est c'est pas du tout jouer sur les mots, hein. Supposer que c'est vrai, c'est comme si par exemple si on va à l'extrême qui est le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par l'absurde, c'est vous supposez que quelque chose est faux, et pour montrer que c'est faux, vous allez partir du principe que c'est vrai. Là, ici, pour une analyse, c'est beaucoup plus ouvert que ça. C'est je veux arriver à quelque chose, donc je suppose que j'ai en main un certain nombre de clés, et je vois ce que ça implique, par exemple, d'être solution d'un système. D'accord? C'est bon, Adrien? Très bien. Ensuite, Angela. Donc cela reste encore flou pour moi. En quoi exprimer les coordonnées en fonction des coef et inversement montre qu'une famille est génératrice. Alors, si vous revenez à la définition, la famille génératrice, ou l'aspect générateur d'une famille, encore une fois, donc là je vais me permettre du coup d'écrire en même temps dessus, comme ça vous aurez quelques traces. Donc j'ai juste fait un pour que vous y retrouviez dans les notes. Alors ce qu'on va faire, hop, voilà, on a été parti sur exercice 5, donc on va partir sur ici le côté famille génératrice. Alors, la famille génératrice, si vous revenez à la définition, une famille génératrice à condition qu'elle engendre finalement un espace par combinaison linéaire. D'accord? Autrement dit, et ça c'est la définition avec quantificateur, mais il faut la comprendre. Imaginons que vous prenez 3 vecteurs, ici 4, hein. Donc on va prendre E1 jusqu'à E4.
Donc on suppose qu'on veuille montrer que c'est génératrice d'un espace vectoriel E. Alors, qu'est-ce que l'on veut montrer? On veut montrer la propriété qu'il y a dans le cours, à savoir que pour tout x appartenant à E, il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, qui sont eux des scalaires, attention, K de manière générale, tels que x soit une combinaison linéaire de ces EI. Donc il faut bien comprendre que dans cette propriété-là, ce qui est important notamment, c'est ce quantificateur ici. D'accord ? Donc quand vous voulez montrer une proposition qui est vraie pour tout x d'une part et avec un il existe, ça vous donne finalement votre raisonnement et ça vous donne aussi la nécessité de votre raisonnement. Ça veut dire ici que on part finalement d'un x quelconque et on doit pouvoir trouver les coefficients. D'accord ? C'est bon pour tout le monde? C'est ça le principe d'une famille génératrice. Une famille génératrice, c'est une famille qui permet de reconstituer une infinité de vecteurs. C'est bon, Angela? D'accord. Ensuite, Pavel, la méthode de démonstration des LCI, LCE. Alors, pareil, est-ce que tu peux expliciter ta question? Parce qu'encore une fois, les LCI et les LCE, montrer que ce sont des LCI ou des LCE, c'est simplement montrer le fait que soit on prend deux éléments de l'ensemble, ça c'est la LCI, et pour la LCE, c'est si on prend un élément de l'ensemble et un scalaire, ben on a la multiplication par le scalaire qui est encore un élément de l'ensemble. C'est une stabilité. Ce sont des lois qui sont stables. Alors, la loi de composition externe est un peu particulière, elle reste stable dans E, mais en prenant un élément externe. Donc à partir de là, Pavel, il n'y a pas d'autre méthode en dehors de cette définition de base. Comment le montrer? Ça dépend de l'objet qu'on manipule. Tel qu'on l'avait vu, notamment dans nos TD, rappelez-vous, ça peut être une application où il va falloir vérifier qu'elle atterrit dans tel ensemble, ça peut être un objet bien particulier, tout dépend des propriétés qui constituent votre espace. Voilà. Est-ce que c'est bon, Pavel? Bon, on va passer à la question de Mathis, en attendant la réponse de Pavel. Alors, comment fonctionne le théorème de la base incomplète? Encore une fois, quand vous avez des interrogations, essayez d'expliquer en quoi vous n'avez pas compris. D'accord? À quel moment est-ce que ça coince, Mathis? Parce que le théorème de la base incomplète, typiquement, il n'y a pas de fonctionnement en soi, si ce n'est que dans la pratique, on part souvent d'un sous-espace vectoriel, d'un ensemble, E, donc on part d'un sous-espace vectoriel F, et on va le compléter, en termes de base, en base finalement de E. D'accord? Le théorème de la base incomplète, hein, la plupart du temps, après, vous pouvez le raffiner, hein, parce que ce théorème de la base incomplète, vous pouvez le raffiner en utilisant des sous-espaces supplémentaires, typiquement, mais sinon, c'est la plupart du temps, vous avez une base B, F, une base de E, enfin de grand F sous-espace vectoriel de E,
et en rajoutant des vecteurs ABF, on peut obtenir BE base de F, base de E, pardon. D'accord? C'est, encore une fois, le théorème lui-même est très simple. Donc Pavel, oui, tout à fait. Ça fait partie de manière générale en algèbre, vous devez avoir une capacité d'adaptation assez forte, parce que la définition est toujours générique, mais ce que ça implique selon les situations, bah, ça va mobiliser des compétences différentes. Un exemple très simple, c'est quand vous manipulez par exemple des applications, donc des ensembles d'applications, quasiment à coup sûr, et on l'a vu au-dessus là pour la liberté, vous vous retrouvez à manipuler finalement les images d'éléments de l'ensemble de l'EPA, et pas directement les applications. Si vous êtes sur des polynômes, ça peut être mobiliser ce que vous savez sur les polynômes. Par exemple, le nombre de racines admissibles, ce genre de choses. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Bon bah écoute, on va passer au TD lui-même, mais encore une fois, n'hésitez pas, ce genre de questions, posez-les. Alors, on répond à la dernière question, on passe à l'exercice. Donc Mathis nous demande, on part d'une famille libre, on veut que cette famille devienne une base. Est-ce que le théorème montre l'aspect générateur de la famille? Le théorème lequel? Théorème de la base incomplète? Non. Pas en soi? D'accord. Encore une fois, si vous avez une sous-famille stricte d'une base, bah, elle n'est pas génératrice. Alors après, si je comprends éventuellement ta question dans le sens, est-ce qu'en partant d'une famille libre, on peut la compléter pour qu'elle devienne également génératrice? Oui, tout à fait. Mais il faut la compléter correctement. D'accord? Parce que si on la complète trop, elle ne sera plus libre. Et si on la complète avec les mauvais vecteurs, bah, elle n'est pas forcément génératrice de l'espace global. Voilà. Allez, on va passer du coup à la suite. Alors, on revient un petit peu sur le TD. Donc il ne nous restait pas grand-chose à faire. C'est pour ça notamment que je pense qu'il est important de prendre du temps pour regarder justement si vous avez compris tout ça. Ça. Euh, Donc, on était arrivé à l'exercice 8. On avait donc terminé l'exercice numéro 7. Je remets juste l'énoncé ici. Voilà, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'on fait. Donc cet exercice numéro 8, si vous regardez un petit peu l'intitulé, encore une fois, il n'y a pas de problème en particulier. Et en tout cas, il ne doit pas y avoir de notion qui pose réellement problème. Donc nous avons ici trois applications, qui sont des applications de R3 dans R2. Et la première question, c'est on vous demande de montrer que ces applications sont ici des applications linéaires. D'accord? C'est tout ce qu'on vous demande de montrer dans ce petit tas. Alors, encore une fois, ça revient à savoir ce qu'est une application linéaire. Une application linéaire, c'est une application qui est telle que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. On va simplement montrer ceci. D'accord? Donc, exemple, alors je vais me permettre de faire l'exemple pour f. Pourquoi? Parce que pour les autres, c'est le même principe. Strictement le même principe.
Notamment parce que ce qui compose en fait chacune des composantes de f, g et h sont de même nature. Ce sont elles-mêmes des applications linéaires qui sont de R3 dans R, ce qu'on appelle des formes linéaires. Exemple pour f, encore une fois, rien de très compliqué. Nous prenons ici deux scalaires. Alors nous sommes dans des R espaces vectoriels, donc on prend deux scalaires, donc deux éléments de R. Alors non, danger, ce n'est pas normal, hein, tout à fait. C'est une coquille qui a dû rester. Donc ici, vous allez pouvoir, hop, est-ce que je peux effacer ici? Non. Vous mettez typiquement, vous pouvez mettre Z. Vous mettez Y, allez. Hop, ici. Voilà. Effectivement, T n'a pas d'existence dans cet exercice. Donc pour tout lambda mu appartenant à R, vous allez prendre ici deux éléments, attention, de R3. Et c'est la simple difficulté parfois, c'est que vous allez croire que vous devez prendre des éléments quelconques qui sont soit X, soit Y, soit Z. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, je vous rappelle que votre espace de départ, c'est R3. D'accord? Ça, c'est votre espace grand E. Et ici, vous avez votre espace grand F. Donc, quand vous écrivez finalement les définitions que vous connaissez dans le cas général, il faut adapter ce que vous écrivez, en tout cas ce que vous manipulez, avec ces ensembles. Donc là, ici, c'est pour ça que généralement, je prends un petit U. On a un petit U qui est un élément de R3. D'accord? Et je vais prendre un vecteur V, qui est un élément également de R3. D'accord? Donc je prends cet élément de R3 qui s'écrit donc comme un triplet de valeurs, mais je lui donne un nom. Parce qu'il y a encore une fois, vous allez le manipuler. Et si vous ne lui donnez pas un nom, encore une fois, vous allez avoir tendance à vouloir utiliser X, Y, Z directement, et de manière inadaptée, et non pas le UV. Alors, rappelons-nous, donc là on a posé ici les quantificateurs, on aurait pu aussi dire soit lambda mu, soit U, soit V. Là ici on n'a pas besoin, parce que sous-entendu dans la démonstration qu'on va faire, il ne va pas y avoir d'étape intermédiaire. Donc on va arriver directement à la fin de notre démonstration. Donc nous ce qui nous intéresse, c'est donc de manipuler f de lambda U plus mu V. D'accord? Donc le but ici, c'est de montrer que f de lambda U plus mu V, c'est égal à lambda f de U plus mu f de V. Alors pour ce faire, encore une fois, à la fois pour que vous ne vous trompiez pas et pour que vous montriez que vous avez compris, il faut faire des étapes intermédiaires. Déjà exprimer ce qu'est lambda U plus mu V. Alors c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'opération. Donc lambda U plus mu V est un élément de R3, étant donné que R3 est un espace vectoriel. Et cet élément de R3, ses composantes sont celles-ci. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Encore une fois, c'est que ici, quand vous les manipulez, ceci, c'est non ni plus ni moins que ce X là. Donc ceci, en gros, il faut le considérer comme le X. Ceci, il faut le considérer comme le Y de la définition. Et ceci, il faut le considérer comme le Z de la définition. Pour utiliser ensuite cette formule et calculer donc ce f de lambda u plus mu v. Donc on écrit simplement ce que fait le résultat. Donc ça fait le x, donc dans la lambda x plus mu x prime, plus y, donc plus lambda y plus mu y prime, plus ici lambda z plus mu z prime. Et ensuite ici, on a donc lambda x plus mu x prime, plus lambda y plus mu y prime. D'accord? Donc j'ai juste remplacé. Moi, je sais quand même ce que je vais obtenir. Je vais obtenir lambda f de x plus mu f de y. Alors, il se trouve effectivement que ici, j'ai accès à des vecteurs classiques. Donc des vecteurs classiques. Et si je regarde bien, j'ai une partie qui va être pouvoir factoriser par lambda ici en premier.
On va avoir du lambda avec du x, du y et du z en première composante. Dans la deuxième, je vais avoir du x et du y. Et je vais avoir la même chose avec ici, celui-ci, en y' finalement. Et en faisant ceci, bah bien évidemment, je vais récupérer lambda f de u plus mu f de v. D'accord? Moralité, toujours pour comprendre ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas à relier ici les choses. Donc si je reprends, par exemple, je vais mettre en rouge, ici j'ai mes quantificateurs de ma propriété. Et sous ces quantificateurs, j'ai, encore une fois, je relis en rouge le début et la fin de mon égalité. D'accord? Donc, quels que soient les deux scalaires, quels que soient les deux vecteurs, j'ai bien l'image d'une combinaison linéaire qui est la combinaison linéaire des images. Moralité, j'ai montré que f était bien une application linéaire de son espace de départ R3, qui est un espace vectoriel, dans son espace d'arrivée R carré. Bien sûr, Léo. Donc Léo nous demande si cette méthode sert juste à montrer que f est élément. Oui, en fait, quand vous parlez de f est élément, encore une fois, c'est comprendre que cette question de montrer que f, g et h sont des éléments de l'ensemble, c'est montrer qu'ils satisfont aux propriétés de cet ensemble. Et l'ensemble des éléments de L de R3 dans R carré, ce sont les applications linéaires de R3 dans R carré. Comme vous avez déjà des applications de R3 dans R carré, il suffit de montrer ici que cette application, elle est bien linéaire. D'accord? C'est une manière différente de vous demander directement de montrer que f est linéaire. Mais effectivement, vous devez être en capacité de vous adapter à l'énoncé, à la manière dont il est formulé. C'est même ce qu'on vous demande. On s'attend à ce que vous soyez capable en fait d'interpréter suffisamment l'énoncé pour savoir ce que vous avez à faire. D'accord? Donc voilà pour F. Alors, ici, en l'occurrence, pour les vertus pédagogiques, je vous laisserai faire le G et le H, mais la méthode est identique. D'accord? La méthode, elle, ne change pas. L'expression de G et de H change, mais dans chacun des cas, on a bien une application de R3 dans R carré qui est linéaire. Voilà pour la question petit a. Alors, pour la question petit b, on vous demande de montrer que ces trois applications sont linéairement indépendantes dans L de R3, R carré. Alors, encore une fois, oui, Léo. Tel qu'on l'a vu, je t'invite à te reporter au contre-exemple qu'on avait vu dans les exercices. Mais si nous n'avons pas une application linéaire, à un moment ou à un autre, il existe au moins un élément pour lequel ce n'est pas vrai. Enfin, plus précisément, un couple d'éléments pour lequel la combinaison linéaire des images n'est pas l'image de la combinaison linéaire. Donc si c'est faux, il suffit, alors soit on part sur, entre guillemets, la vérité, au sens on part sur une analyse, et on arrive à une contradiction, ce qui se transforme finalement en raisonnement par l'absurde, soit on part directement d'un contre-exemple, si on arrive à le voir à l'avance. Voilà. Donc la question petit b. La question petit b, on vous demande de montrer que ces trois applications sont linéairement indépendantes dans ce L de R3 R carré. Pareil, interprétez ce qu'on vous demande. Linéairement indépendante, ça veut dire que vous voulez montrer que la famille est libre. D'accord? Donc vous voulez montrer que la famille constituée de F, G, H, c'est une famille libre de votre espace. Votre espace ici, attention, ce n'est pas R3, ce n'est pas R carré. On travaille sur des éléments de L de R3 dans R carré.
Donc ça, c'est ce que vous voulez montrer. À partir de là, ouais, encore une fois, si vous vous rattachez à votre définition qui est fondamentale, vous n'aurez pas de souci à la manipuler dans des environnements différents. C'est juste après la contextualiser. Donc la contextualiser, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que la seule combinaison linéaire possible de CFGH, c'est la seule combinaison linéaire nulle, pardon, c'est la combinaison linéaire trivialement nulle. Autrement dit, vous reprenez la définition, ici pour 3 vecteurs, qui sont des applications. Donc pour tout, alors lambda, on va pas prendre lambda et mu, allez, on va simplement prendre alpha, bêta et gamma appartenant à R. Si alpha f plus bêta g plus gamma h est égal à 0, alors alpha égale bêta égale gamma égale 0. D'accord? Ça, c'est ce que vous voulez montrer. C'est bon pour tout le monde? Encore une fois, ici, faites attention aux subtilités. Ça, c'est l'application nulle. D'accord? Et comment ça se lit? J'en ai déjà parlé dans le cours, mais ça se lit ici en rajoutant si, alors. Alors pourquoi est-ce que j'insiste, même si j'ai l'air de radoter un petit peu? Parce que certains vont avoir envie de lire cette propriété comme étant le fait que bientôt, pour tout lambda, bêta, gamma, la combinaison linéaire est nulle. C'est pas ça. C'est si on trouve une combinaison linéaire nulle, on veut montrer qu'elle est identiquement nulle. Ça, c'est ce que vous voulez montrer. Donc, moralité pour le montrer, bah, on va simplement repartir de ce qu'on veut. Alors, je rappelle au passage, on est là encore une fois en PD, c'est là où il est important de se rappeler des bonnes pratiques. Ce pour tout nous amène tout simplement à démarrer notre raisonnement par soit. D'accord? Donc on part de 3 éléments quelconques, ici, de R, tels que on est alpha f plus bêta g plus gamma h qui soit égal à 0. Ça, ça implique, c'est même une équivalence, mais encore une fois, on n'a pas besoin, nous, de l'équivalence totale, ça suffit d'impliquer. Ça implique une égalité sur les images. Ça implique que pour tout x appartenant à R, on a alpha f de x plus bêta g de x plus gamma h de... Alors pardon, pas x appartenant à R, j'étais un peu vite. Hein. On va mettre u, hop, tac, tac. Donc ça, notre x, c'est ce qu'on verrait, mais encore une fois, c'est pas des éléments du corps qui nous intéressent, c'est des vecteurs. Donc pour tout u appartenant ici à R3, on a alpha f de u plus bêta g de u plus gamma h de u doit être égal à 0. Et le 0, maintenant, c'est un 0 de, et c'est là où vous devez faire attention, c'est un 0 de R carré maintenant. Vous voyez les subtilités? C'est que là, ici, j'ai un 0, en fait, si je veux creuser, ça c'est 0 de L de R3 dans R carré. Quand je passe aux images maintenant, je passe à des éléments de grand F, donc des éléments de R carré, et on va voir que ceci va se ramener même à ensuite des égalités sur R. Alors pourquoi des égalités sur R? Donc si on pose U qui est x, y, z, tout simplement, ça implique donc que on est pour tout x, y, z appartenant à R3. On a donc, quand on va prendre ici les expressions,
on va avoir tout simplement, on va retomber sur quelque chose qu'on a un petit peu au début, hein, si vous regardez bien. On va avoir du alpha f de u. Donc, alors si vous, je vais faire ça en deux temps, si vous voulez. Je vais mettre quand même les alphas à l'intérieur. Je vais donc avoir alpha f de u. Donc alpha x plus alpha y plus alpha z, virgule alpha x plus alpha y, plus bêta g de u. Donc j'ai 2x plus z, x plus y. Donc j'ai ici 2 bêta x plus bêta y, z, pardon. Hop. Donc là, vous reprenez simplement, encore une fois, hein, les expressions. On a bêta x plus bêta y, plus, alors je vais à la ligne, hein, je suis désolé, j'ai voulu tout expliciter. Et ensuite, j'ai 2y et x. Donc, j'ai ici 2 gamma y, gamma x, et le tout doit être égal à 0. D'accord? Encore une fois, c'est un 0 de r carré. Mais ce 0 de r carré, si je veux m'en rendre compte, tout simplement, ça veut dire que pour tout x, y, z appartenant à R3, j'ai ici un énorme, finalement, entre guillemets, hein, en termes des expressions qui apparaissent dedans, j'ai tout un tas de choses qui dépendent de x, y, z qui va être égal à 0, 0. Donc je vais avoir tout simplement, je vais même le factoriser un petit peu pour se simplifier la vie. En x, je vais avoir un alpha plus 2 bêta, et puis c'est tout à gauche. Donc j'ai alpha plus 2 bêta x, plus en y, j'ai alpha plus 2 gamma, y, plus alpha plus bêta, z. Ça, c'est dans ma première composante, si vous regardez bien ce qui reste. Et dans ma deuxième composante, je vais avoir en x alpha plus bêta plus gamma. Et je vais également avoir alpha plus bêta y. Et puis, bah écoutez, c'est tout. D'accord. Et tout ceci doit être égal à 0, 0. Alors, deux choses importantes à noter, c'est que ceci est vrai pour tout x, y, z appartenant à R3. Alors, à quelles conditions est-ce que j'ai deux vecteurs de R carré qui sont égaux? À condition que vous ayez ici leurs coefficients, donc leurs coordonnées, en l'occurrence, si vous voulez rester sur des choses que vous connaissez, leurs coordonnées qui sont égales. D'accord? Et c'est valable pour tout x, y, z. Ça veut dire quoi du coup? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, un système, pour obtenir ce système, ici l'erreur en fait de résolution, ça serait de garder x, y, z quelconque. Vous n'avez pas à garder x, y, z quelconque. Au contraire, je vous encourage à choisir un x, y, z qui soit simple. Si vous cherchez à garder x, y, z quelconque, vous allez avoir une sorte de système de deux équations avec finalement ce qui vous apparaîtra comme étant 6 inconnus, les x, y, z d'une part et les alpha, bêta, gamma. Donc effectivement, on va faire un système, mais on va se donner ici tout simplement un petit peu d'oxygène. Ça provient encore une fois de ce pour tout. Donc par exemple, on peut très bien dire qu'on prend x, y, z qui va être égal à 1, 0, 0. Si je prends x, y, z qui est égal à 1, 0, 0, je vais avoir ici deux égalités. La première qui est
bah, il me reste plus que ce alpha plus 2 bêta, ici, qui doit être égal à 0, d'accord? Et de l'autre côté, j'ai alpha plus bêta plus gamma qui est égal à 0. Alors vous notez que pour l'instant, j'ai pas de quoi dire que alpha et bêta et gamma sont nuls. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre tout simplement un autre point de R3. Donc un autre point de R3. Alors vous pouvez aussi faire en sorte de voir quel est le plus simple. Là par exemple, si vous regardez bien, certains vous apportent plus ou moins d'informations. D'accord? Par exemple, si je prends 0, 0, 1, est-ce que c'est forcément une très bonne idée? Si je regarde 0, 0, 1, ça fait que je ne fais intervenir que Z. Or Z, ici, n'intervient que dans la première composante. Donc je n'aurai qu'une équation. Alors est-ce que c'est très grave? En fait, fondamentalement, non. Ici, je peux le faire quand même. Mais ici, notez que ça ne nous apporte qu'une équation. Alors si je veux mettre les deux, hein, on va avoir ici tout simplement alpha plus bêta qui doit être égal à 0, ça c'est pour la première. Et pour la deuxième, j'ai 0 qui est égal à 0. D'accord? Alors maintenant, je vais mettre l'avantage ici, c'est qu'on peut faire des petits dessins. Donc ceci, bah, je vais l'utiliser, hein, parce qu'il apparaît ici et il apparaît là. Moralité, ça me permet d'obtenir que gamma est égal ici à 0. D'accord? Mais si je regarde bien, j'ai alpha plus de bêta qui est égal à 0. Donc j'ai alpha plus bêta qui est égal à 0. Et encore une fois, ce alpha plus bêta est nul. Ce qui m'amène ici à bêta qui est égal à 0. Mais si bêta qui est égal à 0, à ce moment-là, en repartant par exemple d'ici, bah, ça m'amène de nouveau à alpha qui est égal à 0. Vous voyez? Moralité, on a montré ici que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Je rejoins, encore une fois, je vais mettre des couleurs pour bien montrer ce qu'on a fait. On est parti ici de ceci. On était parti d'un alpha, d'un bêta et d'un gamma quelconque qui permettait d'avoir une combinaison linéaire nulle. Et ça nous amène à la nécessité que ces trois-là soient nuls. Ça, c'est ce qu'on voulait montrer. D'accord? Donc, la famille est libre. Et les fonctions sont, enfin les applications, même si encore une fois, il y a toujours un grand débat sur la différence entre application et fonction. Or, contrairement à ce que vous pouvez croire, hein, ce débat n'est pas du tout tranché. Hein, donc, et les applications sont linéairement indépendantes. Alors, pour revenir sur cette indépendance linéaire, parce que, encore une fois, c'est pas inintéressant dans tout ce que vous faites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir raisonner par identification. Donc, je rappelle, hein, quand vous parlez d'identification, c'est pas simplement un jeu de ce qui ressemble à autre chose. C'est le fait d'avoir effectivement une famille libre. Donc, si on a ici maintenant, imaginons que ce soit plus la combinaison linéaire nulle, mais qu'on ait alpha 1f plus bêta 1g plus gamma 1h qui est égal à un alpha 2f plus un bêta 2g plus un gamma 2h, là vous êtes capable de dire que par indépendance linéaire, ce qu'on appelle l'identification en fait, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, vous avez tout simplement alpha 1 qui sera égal à alpha 2, bêta 1 qui sera égal à bêta 2, et gamma 1 qui sera égal à gamma 2. D'accord? Donc ça encore une fois, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Cette identification, c'est quelque chose qu'on utilise couramment,
Cette identification est basée sur l'indépendance linéaire, ce qu'on appelle tout simplement la liberté de la famille. Il y a des questions là-dessus. Alors, globalement, il n'y a pas de questions. Pour ceux qui ont répondu oui, dites-moi. C'est le moment, vous voyez, quand on vous donne l'occasion de prendre la parole, hein, que ce soit au sens numérique ou pas. Encore une fois, posez vos questions, c'est le moment. Allez, j'attends. Je vois que certains sont en train d'écrire. Puis ensuite, on passera au dernier exercice. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui trouvent laborieux d'écrire, si vous avez un micro, vous pouvez l'activer pour cette partie-là précise. Alors, est-ce que la méthode est toujours la même, seule la taille de... Faites attention à vos questions. Vos questions sont révélatrices finalement de quelque part de la rigueur après que vous mettez dans vos réponses. Donc, selon la taille de la famille, la méthode, elle, est la même. D'accord? Encore une fois, il faut bien comprendre qu'en algèbre, ici, vous avez une méthode, on va dire plus précisément une philosophie, qui est dictée par la définition, ou par la caractérisation. Donc, pour montrer qu'une famille est libre, systématiquement, on partira d'une combinaison linéaire nulle. Et on montrera que la seule combinaison linéaire nulle, c'est celle avec les coefficients nuls. D'accord? Sauf si on utilise d'autres arguments. Alors les autres arguments, ça peut être l'image d'une famille par une application injective est encore une famille libre, telle qu'on l'a vu dans le cours. Mais disons que si on reste sur la méthode de base, oui, c'est toujours, ça se passe toujours comme ça. Après, on adapte. Si on a 4 vecteurs, bah, on en a 4. Si on en a 2, on en a 2. Et si on en a une infinité, comme on l'a vu au début, suite à la question sur l'exercice 5, on s'adapte. Mais la philosophie est la même. Tout à fait. Alors, Jérémy, est-ce que la liberté de la famille... Alors, en fait, plus précisément, linéairement indépendante, c'est un synonyme de la famille correspondante qui est libre. D'accord? Tout simplement. Donc des vecteurs linéairement indépendants, c'est des vecteurs qui forment une famille libre. Des vecteurs linéairement dépendants, c'est des vecteurs qui forment une famille liée. D'accord? Donc je vais l'écrire hein, quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc si vous partez d'une famille libre, ici, c'est ça. Donc si vous avez une famille libre, c'est équivalent à dire que les vecteurs de la famille sont ce qu'on appelle donc linéairement indépendants. C'est juste du vocabulaire en fait. Si la famille est liée, bah, ils sont linéairement dépendants. D'accord? Voilà. Tant que vous avez compris ça, c'est encore une fois, c'est une affaire de vocabulaire. C'est soit on parle des vecteurs, soit de la famille qu'ils composent, c'est tout. Voilà. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc passer
à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, il n'y a rien de très compliqué encore une fois, hein, c'est juste pour vous faire manipuler des applications différentes. Que vous ne soyez pas choqués quand il y a besoin finalement de s'adapter un petit peu. Donc voilà l'exercice en question. Donc l'exercice 9, on part ici donc de deux applications F et G qui sont définies de manière très simple, hein. Donc l'exercice n'est vraiment pas compliqué, mais encore une fois, il permet de fixer un certain nombre de choses, notamment ici on va voir un truc assez naturel dans l'ensemble des applications qui est la non-commutativité de la composition. Donc on part d'une application F et d'une application G, chacune est définie sur R carré. Chacune est définie sur R carré, et quelles sont les valeurs rencontrées? Ce sont des valeurs aussi de R carré. D'accord? Donc ici, si on regarde, petite remarque, donc F va de R carré dans R carré, et G va dans R carré, de R carré dans R carré. Qu'est-ce qu'on nous demande à partir de là? On nous demande de déterminer le noyau de F, sa dimension ainsi qu'une base, et de montrer ensuite dans la deuxième question que G rond F correspond à une certaine application et que F rond G non. D'accord? Alors, première remarque, et ici c'est pas supposé pour le petit a. Là, pour pouvoir parler en fait ici du noyau de F, il faut quand même vérifier quelque chose. D'accord? Il faut vérifier ici que le noyau a un sens pour F. Alors telle qu'elle est définie, F pour l'instant est tout simplement quoi? Bah, c'est une simple application, d'accord? Donc ce qu'il faut commencer par montrer, c'est, même si c'est pas demandé, on va montrer au préalable que F, finalement, est linéaire. Alors remarquez, du coup, IE, que F est un endomorphisme. C'est pareil, je fais exprès de le faire apparaître, sur R carré. Pourquoi? Parce que on n'oublie pas, ici, on a E comme espace de départ, et on a aussi E comme espace d'arrivée. Ça, c'est le côté, encore une fois, endo. D'accord? Et le côté morphisme, c'est montrer qu'elle est linéaire. Alors faites juste attention, hein, ça c'est pareil, ça me permet de dire, le jour où vous avez une question sur le fait de montrer que c'est un endomorphisme, il y a bien deux choses à montrer. D'accord? Si vous mettez que le fait d'aller de E dans E, ce n'est pas un morphisme a priori, c'est juste une application de E dans E. Et si vous me montrez que la linéarité, vous passez à côté éventuellement du fait que ça doit être un endomorphisme, parce que c'est pas toujours explicite. Donc pour le montrer, encore une fois, rien de très simple, hein, on se donne lambda mu deux éléments de R, parce qu'on est sur des R espaces vectoriels, et deux éléments, encore une fois je vais l'appeler U, toujours pour vous donner les bonnes habitudes, même si après on peut gagner un peu de temps. On prend un élément de R carré U et un élément de R carré V. Et on va s'intéresser à l'image de la combinaison linéaire de U et de V. Tout simplement, on va faire f de lambda U plus mu V. C'est donc f de lambda x plus mu x prime, lambda x prime plus mu y prime. Et ensuite, encore une fois, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ici cet élément, enfin plus précisément ce scalaire,
Et ce scalaire, c'est celui qui va correspondre à ce rôle-là. D'accord? Au passage, notez que la manière dont est défini f fait qu'on n'a pas besoin de considérer le deuxième élément. Donc, on part directement sur ce à quoi c'est égal. Bah, c'est égal à 0 en première composante, systématiquement. Et en deuxième composante, on met la première. Qui est donc égal à ceci. Mais bien évidemment, nos vecteurs, on peut faire des combinaisons linéaires avec. Donc c'est aussi lambda 0x plus mu 0 x'. Et 0x d'une part, 0x' d'autre part, sont respectivement f de u et f de v. Donc toujours, hein, n'oubliez pas de lier aussi dans votre tête. Vous avez vos quantificateurs ici. Vous avez ici f de lambda u plus mu v, et donc égal à lambda f de u plus mu f de v. Ça nous dit quoi? Ça nous dit bien que f est linéaire. Comme elle est linéaire de r carré dans r carré, on peut tout simplement résumer les choses par f appartient à L de r carré, qui est, je rappelle, l'ensemble des endomorphismes de r carré. C'est bon pour tout le monde? Donc, pour cette démonstration préalable, c'est extrêmement rapide ici. C'est extrêmement rapide, mais on s'attend à ce que vous posiez la question. On pourrait très bien vous le demander directement, mais quand on manipule le noyau, encore faut-il pouvoir effectivement parler du noyau. Alors maintenant, si on s'intéresse au noyau, qu'est-ce que le noyau ici de f? Ben, on revient toujours aux définitions. Le noyau d'une application linéaire, c'est l'ensemble des éléments de l'espace de départ, c'est l'ensemble des xy appartenant à R carré, tel que on est f de xy qui soit égal à 0. À 0 de grand F, donc ici 0 de R carré. Donc c'est l'ensemble des xy appartenant à R carré, tel que l'on est quoi? Tel que l'on est 0 x qui est égal à 0, 0. C'est pas terminé. On veut encore expliciter les choses. Encore une fois, si on vous a une question sur le fait d'expliciter ou de déterminer le noyau, ne pensez pas que la première partie ici de la phrase suffit. Ça, c'est une définition. Expliciter ou déterminer, c'est véritablement donner une forme bien précise et une caractérisation. Donc là, ici, ce noyau, tout simplement, on veut savoir précisément à quoi il correspond. Donc si on revient à ce qu'on a ici, c'est l'ensemble des xy appartenant à R carré, je vais le faire en 2 fois. Alors sur votre copie, vous pouvez aller un peu plus vite, hein, tant que vous faites figurer les étapes fondamentales. Donc c'est l'ensemble des xy appartenant à R carré, tel qu'on est à la fois 0 qui est égal à 0, et x qui est égal à 0. Une autre manière d'écrire les choses, x devant être égal à 0, finalement, le noyau de f, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent 0, y, quand y appartient à R. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Alors, au passage, faites attention, j'insiste sur l'ordre dans lequel j'écris les choses. Lorsque j'écris ceci, d'accord? Ça se lit l'ensemble des éléments, donc ici des x, y, tels que on est ceci. D'accord? Quand j'écris cela ici, c'est l'ensemble des éléments, ça c'est pour cette partie-là, quand y parcourt R. D'accord? C'est une subtilité, mais l'ordre est très important. Et cette barre-là,
c'est un tel que, mais pour la comprendre de manière un petit peu plus naturelle, il faut placer justement les bons mots. Quand vous le faites après vous en français dans le texte, entre guillemets. Alors, si on regarde bien finalement ce noyau, donc qui correspond au 0y, bah, sa structure elle est très simple. Donc, quelle est sa dimension et quelle est une base de ce noyau? Dimension est égale à 1, tout à fait. Alors, encore une fois, on l'a déjà vu, mais pour la faire apparaître très naturellement, à partir de là, c'est évident avec le recul, mais c'est l'ensemble des y fois 0,1 quand y appartient à R. Et l'ensemble des y fois 0,1 avec y1 scalaire, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de 0,1. D'accord? Donc ça, c'est une droite vectorielle. Moralité, dimension du noyau est égale à 1. D'accord? Et ici, bah, tout simplement, vous avez aussi une base. La base, elle vous est donnée par cette explicitation. 0,1, c'est une base du noyau de F. Alors attention, hein, on met les crochets qui vont bien. Alors pourquoi je dis que c'est une base? Parce que ici, elle est non seulement génératrice, mais elle est libre. D'accord? Ça, au cas où ça serait pas clair, elle est trivialement libre. Et en plus, vous savez que les droites vectorielles sont de dimension 1. D'accord? Donc je rappelle, un vecteur tout seul, hein, lui, si on parle de la liberté avec lui-même, il est libre tant que le vecteur est non nul. Voilà pour la première question. Alors la deuxième question, on vous demande tout simplement de vous intéresser maintenant à G rond F et F rond G. Donc ça c'est pareil, c'est un jeu de remplacement. Monsieur, Donc, moi, oui. ma question, elle sera sûrement bête, mais j'ai pas bien compris pourquoi c'est trivial que ce soit de dimension 1. Parce que je comprends pas pourquoi on a à la deuxième égalité, on a Mhm. les xy, sauf que si x égale 0, pourquoi y il serait pas égal aussi à 0 du coup? Alors moi je te pose la question autrement, pourquoi est-ce qu'il serait égal à 0? Bah, Tu n'as aucune contrainte sur Y et tu peux t'en rendre compte facilement. Si on prend tout simplement là n'importe quel élément, prenons par exemple ici F de 0, 4 puissance 55, ça fait bien 0, 0, d'accord? Quel que soit ce que je vais mettre ici, ça fera encore 0. Et à ce titre-là, si on l'impose d'être égal à 0, on se prive de la liberté justement sur ce Y. mais y, il intervient pas. Justement. Encore une fois, ça c'est souvent, mais c'est un écueil classique, hein, ne t'inquiète pas, hein. C'est Y n'intervient pas, donc vous le fixez égal à 0. Mais là, encore une fois, tout ce que j'ai fait comme égalité, ce sont des équivalences d'appartenance. Donc un élément appartient à un quart de F à condition que. Donc à quelle condition? Arrivé ici, bah, à condition que X soit égal à 0. C'est tout. Dès lors que X est égal à 0, il faut et il Ah, suffit que ok, X soit égal à 0 pour que XY, l'élément XY, appartienne au noyau. ok, j'ai compris. Merci. D'accord? Et à partir de ce moment-là, si vous raisonnez comme ça, vous n'avez pas de raison justement de fixer Y. Si vous le fixez, vous prenez un des éléments parmi l'infinité possible du noyau. D'accord? D'accord. Donc quand vous avez une absence de contrainte, il faut voir ça comme ça,
quand il y a une absence de contrainte dans un système sur une des composantes, c'est que cette composante, elle est libre. Elle est libre au sens où vous n'avez pas de raison finalement de la fixer. D'accord. C'est bon? Oui. Donc ça, effectivement, tu as raison de poser la question parce que c'est très important de comprendre. Et quand on rencontre un certain nombre de systèmes d'équations, on est amené souvent à avoir du 0 égale 0. Et ce 0 égale 0 ne se transforme pas nécessairement en y est égal à 0. Voilà. D'accord. Alors, Merci. pour s'intéresser à f rond g et g rond f, tout simplement, on va appliquer la méthode. Alors quand je dis la méthode, on écrit ce qu'est la composition. Alors pour tout xy appartenant à R carré, on peut commencer par g rond f, c'est ce qu'on nous suggère. Donc pour caractériser g rond f, bien évidemment, on va s'intéresser au g rond f de x. Et ici le x c'est le u, donc c'est le xy. Donc c'est g rond v de xy. Ce g rond f d'un élément de R carré, on se rappelle aussi que c'est tout simplement g de f de xy. Or, g de f de xy, bah, c'est g de l'élément 0, x. D'accord? Alors c'est là où, encore une fois, attention, on repart sur notre définition de base. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici ce 0, et ce 0, ça va devenir le x ici. D'accord? Et inversement, ce y, son rôle va être joué par ce x là. D'accord? C'est important simplement de poser correctement les choses. Donc une autre manière de dire à l'oral, c'est que G, l'image par G d'un vecteur XY, c'est le vecteur dont vous conservez la première coordonnée et dont vous fixez la deuxième à 0. Donc ici, en l'occurrence, on va conserver la première coordonnée qui est 0 et on va fixer la deuxième qui était x à 0. D'accord? Et ça, c'est donc 0 de R carré. Si on regarde bien toujours, encore une fois pour faire des liens dans ce qu'on a écrit, on a montré que pour tout xy, g rond f de xy était égal à 0 de R carré. Et ça revient à dire tout simplement que vous avez affaire en fait à l'application nulle. D'accord? Et là, c'est une application, encore une fois, nulle. Donc il ne faut pas se tromper. Là, c'est un 0 vectoriel. Et ici, ce qu'on vous demande de montrer finalement, c'est l'égalité sur l'application elle-même. Alors, quant maintenant à la composer dans l'autre sens, ce qui est possible parce qu'on est ici tout simplement dans l'ensemble des endomorphismes. On peut expliciter ce que vaut f rond g de x. Donc, pour tout xy appartenant à R carré, f rond g de xy, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à f de g de xy. F de g de xy, c'est donc f. Donc on a dit g, qu'est-ce qui se passe? On conserve la première. Et on change la deuxième en la mettant à 0. D'accord? G de xy, je reprends l'expression ici en haut, c'est bien x0. Quelle est l'action de f? L'action de f, encore une fois, revenez sur l'énoncé, l'action de f va prendre la première composante qui va devenir la deuxième, et en première composante, je vais renvoyer 0. D'accord? Moralité, en première composante, je vais renvoyer en 0, et en deuxième composante, je vais renvoyer x. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc on prend la première qui passe en deuxième position et la deuxième comme ça. Alors, là il y a plusieurs remarques. Là on peut même aller un petit peu plus loin.
que est différent de 0, si on regarde bien, ici on retrouve quelque chose. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve en fait que f de x0, c'est certes 0x, mais c'est aussi f de xy. D'accord? Donc là, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on nous demandait. Ici, en fait, on a montré que f rond g était égal à f. C'est assez étonnant, hein, parce que g n'est pas l'identité, hein, avec g différent de l'identité ici, donc l'identité de r carré, et f différent de 0 de L de R carré. Alors il est évident que f n'est pas l'application nulle, hein. Pour avoir l'application nulle, il faudrait, ici, d'accord, il faudrait avoir une image nulle pour tous les éléments. Donc bien évidemment, hein, ceci c'est une illustration de la non-commutativité de la composition. D'accord pour tout le monde? Donc cet exercice n'était pas très compliqué, hein. C'est vraiment pour poser les choses. Alors quand je dis il n'est pas très compliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des subtilités. Et ces subtilités, c'est ce qui va vous perdre, entre guillemets, si vous n'y prenez pas garde. Notamment si vous ne faites pas la distinction entre petit x qui est dans la définition qui vous est donnée dans le cours, du petit x qui peut être une composante d'un vecteur dans les exercices, etc. Donc pour ne pas vous perdre, ce qui est important, encore une fois, c'est de maîtriser votre cours et ensuite de contextualiser ça. D'accord? Allez, on arrive à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Moi. Oui, il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Et s'il y a des questions, on a quelques minutes pour y répondre. Donc je vous invite du coup à les préparer dans le chat. Monsieur, Oui. du coup, sur ce qu'on vient de faire, en quoi est-ce que ça illustre à la non-commutativité? Tout simplement parce que G rond F est différent de F rond G. D'accord? Ah, d'accord. La commutativité d'une loi, c'est l'ordre dans lequel on fait les opérations. Donc si la composition était commutative, cela voudrait dire que pour n'importe quel F et n'importe quel G, on devrait observer que F rond G est égal à G rond F. D'accord. Voilà. Pourquoi avons-nous? Bah, tout simplement parce que, encore une fois, il faut revenir ici à la définition de F. C'est pour ça que je vous le dis aussi à l'oral et je vous invite à faire la même chose. F prend l'image d'un élément de R carré, donc un élément à deux composantes, une première, une deuxième, et renvoie un élément à deux composantes, dont la première composante sera toujours 0 ici. C'est comme ça qu'elle est définie. Et dont la deuxième correspondra à la première qui a été rentrée. Vous voyez ça comme une forme d'algorithme, si vous voulez, hein, parfois. Alors Matisse, encore une fois, pour prouver que F est un endomorphisme, il faut montrer que F est un morphisme, mais un morphisme d'un espace dans lui-même. D'accord? Donc il y a deux choses à montrer. Il faut montrer qu'on atterrit bien dans le même espace que celui dont on est parti. Pareil les images. Donc globalement, il faut montrer que pour tout x, f de x appartient aussi à E. Ça, c'est la première chose pour la partie endo. Et il faut montrer, bien évidemment, que c'est un morphisme. Donc l'application est également linéaire. C'est bon, Mathis? De rien. Alex, une question?
Alors, au passage, donc, je vous invite à prendre connaissance du mail qui vous a été envoyé normalement sur les modalités de passage des épreuves. Donc, lisez attentivement ce qui a été fait et surtout, encore une fois, ne soyez pas pris au dépourvu. Alors, Alex, pour la matrice d'application linéaire, on reviendra dessus en TD. Encore une fois, la définition, c'est on prend l'image des vecteurs de la base de départ et on l'exprime dans la base d'arrivée. D'accord? Donc, pour l'espace de départ, il y a un certain nombre de vecteurs qui constituent une base. On va prendre l'image de chacun de ces vecteurs. Donc, pour commencer, on calcule ces images-là. Et ensuite, on décompose ces images selon la base de l'espace d'arrivée. Parce que quand on va faire l'image d'un vecteur de la base de départ, on va atterrir dans l'espace d'arrivée. Étant donné qu'on travaille dans une base de l'espace d'arrivée, dans cette base, il y a une décomposition donnée, c'est-à-dire des coefficients qui correspondent à la bonne combinaison linéaire pour obtenir notre image. D'accord? Alors, pour cette fois-ci, ça sera un sujet. D'accord? Ça sera un sujet, donc un sujet traditionnel au sens où vous aurez une copie à écrire et à numériser. Encore une fois, selon les modalités qui vous ont été reprécisées. QCM pour l'instant c'est un petit peu compliqué, alors c'est pas non plus la matière qui s'y prête le mieux, hein, les mathématiques pour le coup. Il faudrait installer d'autres choses et concevoir d'autres manières de justement d'évaluer. Un QCM pur en fait a pas trop d'intérêt. Voilà. J'ai pas spécialement envie de vous faire jouer au loto, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une question type QCM dans l'énoncé, hein, mais disons que le sujet lui-même sera pas un QCM. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée, bonne révision, et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, encore une fois, à les poser. Donc le forum est là pour ça, il est disponible en écriture, hein. Pas le forum d'annonce, bien évidemment, mais le forum de questions. Vous pouvez poser vos questions, vos camarades peuvent répondre, je peux répondre, donc n'hésitez pas. Allez, bonne journée à vous et bon courage. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.